On va passer au dernier sujet qui est un engagement sociétal au service de la santé, puisque c'est quand même un des objectifs qui nous lie aujourd'hui, c'est vraiment le lien à la santé. Pourquoi vous êtes mobilisés aujourd'hui? C'est pour la santé. Et donc, on va passer au prochain sujet avec les derniers intervenants. Je laisse Aurélien présenter. On m'entend bien? Voilà. Oui, donc je vais inviter à rejoindre tout de suite, on est un peu pressé par le temps, donc Samuel Robert, qui est là, voilà. Jean-Stéphane Borja et Alain Collomb. Alain. Donc, on vous l'a dit, la dernière table donc, ce sera sur un engagement sociétal au service de la santé. La santé est évidemment ce qui nous rassemble ici, puisque la qualité de l'air nous intéresse évidemment en premier chef grâce ou à cause de notre santé. On parle beaucoup de sciences participatives, puisque le projet Capter Citoyen est un projet de sciences participatives qui intéresse évidemment du coup les chercheurs pour comprendre un petit peu les dynamiques qui s'engagent dans le cadre de ce projet, comment, pourquoi on s'engage. Donc aujourd'hui on accueille donc Samuel Robert au milieu, donc géographe qui fait partie de l'UMR Espace de Aix-Marseille Université, ainsi que Jean-Stéphane Borja qui est sociologue dans le même laboratoire. Laboratoire Espace, donc c'est une unité mixte de recherche entre le CNRS, l'Université d'Aix-Marseille, l'Université d'Avignon, l'Université Côte d'Azur et le laboratoire Espace, donc c'est un acronyme qui signifie étude des structures, des processus d'adaptation et des changements de l'espace géographique, et qui étudie donc les interactions espace-nature-société et leur durabilité à différentes échelles. Donc j'espère que j'ai correctement résumé un petit peu le laboratoire. Je vais vous passer directement la parole. On insistera ensuite sur l'aspect qualité de l'air avec une approche une seule santé et Alain, mais on va d'abord s'attarder sur les mesures participatives et la participation mesurée. Bonjour, vous m'entendez? Oui. On avait un petit PowerPoint, c'est bon? Je fais quoi? La molette. Ah ouais, super. Bon, bonjour à toutes et tous. Écoutez, aujourd'hui, on va vous faire un petit retour. Je vais vous présenter un petit peu l'étude qu'on mène dans le cadre du projet Capter, qui est au cœur des échanges depuis cet après-midi. Je tiens à remercier tout le monde aussi pour ces échanges. C'est assez intéressant pour nous. Donc, on a donné un titre, mesures participantes et participation mesurée, quid du public ou des publics, des microcapteurs, des capteurs citoyens. Donc on va un petit peu éclairer ça dans notre présentation. Donc juste, je rappelle, je ne sais pas si c'est nécessaire, puisqu'on en parle depuis un moment, et j'imagine que la plupart de vous participez ou êtes intéressés ou avez connaissance de ce projet, mais c'est un projet porté par Atmosud et FNE PACA, qui est inscrit au PRSE, qui se déploie sur de multiples sites en Provence-Alpes-Côte d'Azur depuis bientôt, on a la 3e année, donc 2 ans déjà. Un projet avec en tout cas nous on a un petit peu attrapé comme ça, avec un double objectif qui est de créer une dynamique citoyenne autour de la qualité de l'air. En tout cas c'est une prétention initiale, c'est comme ça que ça se lance, à l'aide de capteurs, et de tisser une surveillance participative par l'impulsion d'initiatives locales. Donc il y avait un ancrage aussi à un moment donné qui se fait sur des territoires. On vous fait part d'un constat que nous on fait au regard de l'enquête qu'on mène. C'est plutôt délicat à réaliser et à mettre en œuvre. Alors, entendons-nous bien, quand on dit ça, on ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. C'est simplement que ça prend du temps, le projet se met en place et qu'il y a des questions d'implication et de réflexion sur la question de la citoyenneté qui sont à l'œuvre. Et je pense qu'aujourd'hui, déjà, on montre bien que voilà, ces questions-là sont appréhendées et prises un petit peu au sérieux. Alors, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est pas de vous présenter toute notre étude, mais de faire 2 focus autour de 2 questions. Qui sont les participants à ce projet? Parce que quelque part, beaucoup de gens participent, vous voyez assez peu. Donc on vous propose un petit peu un retour sur qui vous êtes, celles et ceux qui prenaient part à ce projet, qu'est-ce qu'on peut en dire. Donc c'est ces éléments qui ont intégré le premier volet de notre étude, c'est-à-dire une enquête quantitative, donc par questionnaire, centrée sur la dimension territoriale de l'engagement. C'est une hypothèse qu'on faisait, c'était local, on s'engageait donc au niveau des territoires. Donc on apportera quelques éléments sur le profil des participants. Et ce sera Samuel Robert, mon collègue, qui s'en chargera. Pour ma part, je reviendrai sur les portées de la mesure, c'est-à-dire que c'est bien beau de faire de la mesure, mais qu'est-ce qu'on en fait? Et donc, c'est une question j'ai rencontré certains d'entre vous, c'est une question qui remonte.
Et ce que j'aimerais moi souligner, c'est les potentialités de la mesure qu'on peut détecter à partir de vos, ou celles que vous m'avez fait retour, à partir des questions, des entretiens que j'ai pu avoir avec les uns et les autres. Donc c'est mieux comprendre pourquoi on est venu à se saisir de ces capteurs. Et on est dans un second volet de l'étude centré sur les appropriations, avec cette idée que ce volet-là est complémentaire du premier. Comprendre l'engagement, comprendre le territoire, mais aussi voir pourquoi on s'est saisi à un moment donné de la mesure, pourquoi on se rapproche, pourquoi ce besoin de mesure. Et on ouvrira ensuite quelques pistes de réflexion et d'échange avec la salle. Voilà. Voilà le programme. Merci. Alors bonjour à toutes et tous. Donc moi c'est Samuel Robert, je suis géographe, donc on va commencer par une carte. Donc quand on a été approché par Atmosud pour regarder ce qui se faisait dans le cadre de capteurs citoyens, nous on a proposé de s'intéresser à l'ensemble des participants au projet afin de savoir si finalement ils constituaient un public original avec des préoccupations particulières et si cette originalité en termes de public et aussi en termes de préoccupations pouvait se rattacher à des spécificités des lieux habités par ces participants. Alors vous voyez là où sont localisées les personnes qui ont répondu au questionnaire, puisqu'on a procédé par une enquête par questionnaire. Et vous voyez aussi ce qui est inscrit en haut à gauche, que sur 101 personnes visées, nous n'avons eu que 54 réponses. Ce qui veut dire quand même qu'en termes d'engagement, on n'est pas tout à fait dans l'engagement le plus sincère et le plus motivé, puisque en fait, nous, on pensait que le public, c'est-à-dire les gens ayant reçu un capteur, était un public assez captif. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des gens qui sont motivés puisqu'ils ont reçu un capteur. Donc on se disait qu'ils allaient tous répondre. En fait, non, on est à peu près à seulement la moitié des gens visés qui ont répondu, plutôt des hommes d'ailleurs, 32 hommes, 20 femmes, un âge moyen qui se situe autour de 60 ans, et puis on note également que 63% des personnes ne sont pas nées en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Alors vous allez me dire, mais pourquoi se poser des questions comme ça? Mais parce qu'en fait, puisqu'on parle d'engagement citoyen, c'est qui ces citoyens, Est-ce que ce sont des gens d'ici? Est-ce que ce sont des gens plutôt jeunes, toutes les tranches d'âge, plutôt âgés? Vous voyez, on a besoin d'apprécier ça. Alors vous voyez également sur la carte qu'on a des grappes territoriales, enfin des lieux où on a eu plusieurs personnes qui se sont impliquées, qui ont reçu un capteur et qui ont répondu. Et on voit que, on a bien sûr le noyau autour de la rade de Toulon, là on voit bien qu'il y a eu une mobilisation. Sur Marseille également, c'est un petit peu plus diffus sur le Vaucluse et également dans les Alpes-Maritimes. Alors, vous voyez également en bleu des communes qui sont communes dites loi littorale, parce qu'on se posait la question d'un effet littoral. On sait que le littoral de la région, c'est très urbanisé, et c'est en même temps le lieu de l'activité touristique intense, le lieu de la pollution maritime liée au trafic maritime, que ce soit trafic passager, trafic croisière, trafic de marchandises. Et on voulait savoir si, avec les résultats de l'enquête, on serait en mesure de repérer une caractéristique littorale dans les préoccupations. Alors, finalement, je vais vous montrer principalement des données qui décrivent les participants qui ont répondu à l'enquête et assez peu sur des données sur leur motivation, la manière dont ils perçoivent les problématiques de qualité de l'air, etc. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, on n'a pas eu assez de répondants pour pouvoir faire une présentation robuste sur le plan statistique. La division de ces 54 participants sur 4 départements fait qu'en fait, on n'a pas des populations assez nombreuses pour pouvoir avoir des résultats significatifs sur le plan statistique. Simplement, ce qu'on voit quand même, c'est que quand on prend l'ensemble des participants, c'est qu'on a des gens quand même plutôt diplômés. Vous voyez que 57% des répondants ont au moins un master, ce qui est quand même assez important. Ce sont majoritairement des retraités, et c'est normal, c'est en lien avec l'âge qui est élevé. Et on voit aussi que la moyenne de résidence dans la commune est autour de 22 ans, ce qui veut dire quand même qu'on a des gens implantés, mais pas nécessairement des gens du cru qui sont implantés depuis très très longtemps. Donc plutôt des hommes diplômés, majoritairement retraités, nés hors de PACA, etc. Excusez-moi, je vais un peu trop vite. Voilà. Vous avez là ce qu'on appelle un graphe de similitude. Alors, ça peut vous sembler étrange, mais pour caractériser et cerner un petit peu le profil des gens qui ont participé à l'étude avec les capteurs, on leur a fait répondre à des questions où ils doivent sélectionner des mots. Vous avez un jeu de mots, c'est un outil qu'on utilise dans notre laboratoire par rapport à différentes autres études. Et ces mots disent
différents aspects pour la partie gauche des paysages de la région. Qu'est-ce que c'est cette région en termes de paysage? Et côté droit, la mer dans la région. Quels sont les mots associés à la mer dans la région? Et on fait sélectionner quelques mots, 3 mots en règle générale, par chacun des répondants, et on voit quels sont les mots les plus sélectionnés, mais en même temps les mots les plus sélectionnés ensemble. Et on voit se dégager, côté gauche, finalement une association de mots qui disent finalement la beauté esthétique de la région, son avantage en termes de climat. Donc finalement, ce qui est un stéréotype, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, elle est connue pour son climat, elle est connue pour ses paysages qui sont de grande qualité, sa lumière, la plage, la colline. Donc on voit bien que la représentation qu'on se fait des paysages de la région dans le public qui a répondu, les 54, eh bien en fait c'est une image qui colle assez bien au stéréotype de la région. On voit quand même le mot dégradation qui apparaît à côté de lumière, qui peut signifier qu'il y a une inquiétude autour d'une dégradation de cette qualité esthétique du paysage. Et puis côté droit, vous avez les mots qui disent la mer, et là par contre on voit très clairement le triangle surfréquentation, tourisme, pollution. La mer dans la région, elle est perçue comme ça par les personnes qui ont répondu à l'enquête. Donc on a un public qui finalement est assez attaché et qui manifeste cet attachement, parce qu'il le dit clairement à travers les mots choisis, à ce qu'est la région dans sa réalité physique, matérielle, paysagère, et en même temps qui se pose des questions sur le tourisme, ou en tout cas qui voit aussi le tourisme comme étant potentiellement une menace. Alors les personnes qui répondent sont aussi des gens qui se déplacent plutôt avec des transports en commun ou en mode doux. Ça, c'est intéressant aussi à reconnaître. Alors évidemment, la voiture individuelle, vous voyez, c'est la barre la plus importante, mais si on additionne les 3 barres de gauche, on a une plus grande proportion de gens qui sont sur ces modes de déplacement. Ce sont aussi des gens, les personnes qui ont répondu, qui pratiquent beaucoup des activités de plein air, en grande partie la randonnée, mais aussi le bain de mer. Et alors pour ce qui est des capteurs, majoritairement ce sont les capteurs extérieurs qui ont été choisis par ces personnes. Et pour ce qui est de leur préoccupation pour la qualité de l'air, ils estiment résider dans un logement qui est exposé. C'est pour ça qu'ils ont choisi d'avoir ces capteurs. Donc des dégradations potentielles de qualité de l'air. Et ils disent également parler de la qualité de l'air autour d'eux. Et pour terminer, avant de repasser la parole à Jean-Stéphane, on voit que la question de la santé, c'est ce qui motive le plus ces personnes, c'est ce que vous trouvez en haut à gauche, plus que l'intérêt pour l'environnement en général. Parce que nous, en fait, on avait aussi cette hypothèse qui était que les personnes qui se préoccupent pour la qualité de l'air ont aussi des préoccupations plus largement pour l'environnement. C'est vrai, c'est la deuxième barre sur ce graphique en haut, cet histogramme en haut à gauche, mais quand même, la principale motivation, c'est la santé. Et puis, vous voyez en bas ce graphe un petit peu plus coloré. De 1 à 10, ça veut dire 1, je ne suis pas du tout préoccupé par, 10, je suis très préoccupé par, et en fait vous voyez des thématiques qui sont risque de sécheresse, incendie de forêt en région, pollution de l'air en région, biodiversité marine en danger, développement urbain, étalement urbain. Ce sont des thématiques qu'on avait sélectionnées à partir d'articles de presse issus de la presse régionale, et on voulait savoir si ces thématiques préoccupaient avec la même importance l'ensemble des répondants. On voit que finalement les thématiques se rejoignent. La qualité de l'air, c'est celle qui préoccupe le plus les gens qui ont répondu, mais ça se mêle avec bien d'autres problématiques, comme je vous l'avais vu, le risque de sécheresse, le développement urbain, etc. Et puis tout à fait à droite, pour terminer, ce qui était intéressant, c'est que les personnes qui ont répondu disent avoir des engagements en faveur de l'environnement. C'est la barre verte que vous voyez dans le graphique du haut. Mais quand on regarde dans la partie basse, le graphique du bas, sur le type d'engagement, on se rend compte que c'est plutôt pas des manifestations, des pétitions, de la sensibilisation active vis-à-vis des autres, ou être membre d'une association en tant qu'actif. Donc on voit que c'est plutôt des engagements personnels, plutôt que des engagements collectifs, qui les exposent vis-à-vis des autres. Donc, je ne sais pas si vous vous retrouverez là-dedans, parce que vous êtes tous des associatifs, donc a priori, vous êtes plutôt plus engagés. Mais dans les gens qui ont répondu et qui ont donc reçu des capteurs, on a peut-être aussi des gens qui sont dans un engagement plus personnel et moins dans un engagement collectif. Et nous, comme on s'intéressait à cet effet territoire, est-ce que cette préoccupation pour l'air fait qu'on s'engage pour son territoire? C'était intéressant de savoir
quel était le niveau d'engagement des participants. Voilà, je vous remercie pour cette partie-là. Je repasse la parole à mon collègue. Merci Samuel. Alors, je ne vais pas, moi, faire très long, c'est juste ce que je vous disais tout à l'heure, vous proposer un espèce de retour sur quelles sont les portées qu'on peut envisager à la mesure. C'est-à-dire que, quelque part, on a des capteurs, on produit de la mesure, et qu'est-ce qu'on ferait? C'est un peu la question. Et donc, je vous propose un retour simplement à ce niveau-là, en fonction des potentialités citoyennes, une forme de possible par rapport à ça. Donc, premier point, on peut donner du crédit, la mesure donne du crédit, et légitime l'action associative. C'est un point qui est ressorti dans pas mal d'entretiens que j'ai fait. Donc je vous mets des exemples en dessous en termes de citation. Mais la mesure a cet effet-là. Autre effet, avérer, suivre et comparer. La mesure permet pour beaucoup d'associations d'avérer, ou de personnes d'avérer leur ressenti. C'est cette visée-là. Donc ça permet de faire des leviers de suivi, des pollutions ressenties, voilà, comparer à des seuils, tout un tas de choses qui permettront d'avoir des leviers par la suite un peu plus politiques. Ça permet aussi de communiquer. Beaucoup d'associations ont dit c'est important aussi de communiquer ces mesures, et donc avec la mesure c'est solide, ça nous permet d'aller au-devant de la communication. Alors donc il y a des conseils d'associatifs qui sont faits pour aller dans, enfin des avis pour aller dans ce sens-là. Ça permet aussi de prévenir, contrôler, sanctionner, verbaliser. Si on a des personnes qui brûlent à côté ou on ne sait quoi, certains mairies peuvent s'équiper de capteurs avec des agents qui peuvent aller faire de la prévention, par exemple, ce genre de choses. Donc la mesure a un effet aussi d'action en termes de prévention, de contrôle, de sanction, voire de verbalisation. Je ne sais plus, 450 € si on fait le brûlis. Enfin, ça ressort beaucoup, et je pense que c'est sorti aussi dans les présentations tout à l'heure, la mesure permet d'agir. Et d'agir de deux façons, d'agir de façon individuelle, donc adapter les pratiques individuelles, vous mettez la hotte, vous ouvrez les fenêtres, vous faites toutes ces pratiques-là, qui sont déjà finalement assez quotidiens, mais ça veut dire aussi que le capteur, pragmatiquement, entre dans le quotidien et de la vie, et donc il y a des adaptations de pratiques individuelles. Ça permet aussi, un petit peu plus loin, pour certaines associations, c'est en tout cas cette visée, d'agir par des leviers juridiques, par la création de jurisprudence. Alors en particulier, quand on a la mesure, qu'éventuellement on pourrait comparer à des seuils, où on voit des dépassements, ce genre de choses, ça pourrait susciter de l'action. Voilà, donc je reprends juste, l'idée c'est pas tellement de vous montrer un travail sociologique, c'est aussi de libérer un peu de la discussion autour de ça, mais si je reprends ce que je viens de vous dire, donner du crédit, légitimer, avérer, communiquer, modifier les pratiques, prévenir, sanctionner, créer des jurisprudences, modifier la loi, tout ça, et je n'ai pas entendu une seule fois le mot cet après-midi, c'est faire de la politique. Et c'est une affaire quand même de citoyenneté, la politique. Donc c'est là aussi que je trouve intéressant, c'est-à-dire qu'à partir de ces perspectives de saisie de la mesure par les associations, on peut parler d'appropriation. Et peut-être qu'on a intérêt à réfléchir à partir de ça. Je vous donne juste un exemple, je reviens. On parle de science participative. Imaginons qu'on angule cette science participative entre donner du crédit et légitimer l'action associative et avérer, comparer. On pourrait parler d'experts citoyens, par exemple, dans le cadre de projet. Vous voyez ? Donc, c'est ce genre de... Ce que je vous propose juste, c'est ouvrir une réflexion, ouvrir des éléments autour des retours que vous-même vous faites. Mais en remarquant aussi qu'il y a public et public. C'est-à-dire que vous êtes pour la plupart associatifs ou, presque en s'excusant, une simple citoyenne tout à l'heure, mais que le public, le grand public, lui, il va générer des dynamiques, et ça passe par les médias, ça passe par tout un tas de choses. Donc, faire de la politique, c'est un peu ce que vous faites quand même, et c'est là où se situe la dimension citoyenne, avec toutes les difficultés que ça pose. Voilà. Bon. Alors, la question, c'est plutôt comment on ouvre, comment poursuit-on, quid ici du public, à savoir, par exemple, comment assurer une pleine prise à ce projet. Je pense que le projet est travaillé d'année en année, ça ne se voit pas, mais il est adapté, il s'ajuste aussi à son public, ou à ses publics, c'est le cas. Quel public veut-on toucher ? Est-ce qu'on est des profils plutôt engagés sur des enjeux territoriaux, ou plutôt celles et ceux qui veulent bien participer ? D'une certaine façon, on a été spoilé tout à l'heure par tes annonces, en nous disant que maintenant, voilà, il faut des objectifs, des projets, des choses beaucoup plus... Et puis surtout, moi, la question que je me pose, quel est le bien commun ? Et derrière, quel est le sens citoyen, finalement,
à se tenir derrière un capteur? Et moi, c'est une question que je me pose et que je vous pose aussi, à produire de la mesure, etc. Donc voilà, c'est vraiment pour ouvrir le débat, c'est pas, voilà, on n'est pas dans une évaluation de la qualité du projet, c'est pas l'objectif, mais c'est amener quelques éléments d'interrogation par rapport à ça, du point de vue de la recherche qu'on mène et qui n'est pas terminée, hein, puisque on doit encore poursuivre un petit peu l'enquête. Merci. Merci. Merci beaucoup à tous les deux. Alain, avant que tu commences ta présentation, je te laisse juste passer la slide d'après. Normalement, juste tourner un peu la molette. Donc, on a parlé ici, il y a en tout cas un élément qui a été mentionné, c'est la santé. Ce que l'étude en tout cas peut nous... Donc je ne vais pas démarrer sur cette slide-là, hein, je fais une petite introduction avant. Ce que l'étude aussi peut nous montrer, effectivement, c'est que vous êtes toutes et tous ici intéressés par votre santé, c'est pour ça que vous êtes ici. C'est ce qui vous a amené, en tout cas apparemment, vu des répondants, aux problématiques de la qualité de l'air. Donc la qualité de l'air s'inscrit dans une logique plus globale de santé où on peut parler d'une santé globale avec le concept une seule santé dont Alain va nous parler ici. Donc la qualité de l'air dans une approche une seule santé, c'est le titre de l'intervention d'Alain. Je ne sais pas si tout le monde est au courant de ce concept qui, j'espère, vous parle. Qui vous parlera un peu mieux après cette journée. L'idée d'une seule santé, il y a une définition qui est assez claire, hein, qui a été posée par le groupe d'experts de haut niveau pour l'approche une seule santé à l'ONU, donc qui est le OHHLEP en anglais. Le principe une seule santé consiste en une approche intégrée et unificatrice qui vise à équilibrer et à optimiser durablement la santé des personnes, des animaux et des écosystèmes. Et la définition précise, il reconnaît que la santé des humains, des animaux domestiques et sauvages, des plantes et de l'environnement en général, y compris des écosystèmes, est étroitement liée et interdépendant. L'idée est que la qualité de l'air donc impacte notre santé, impacte également celle de la santé des végétaux et celle des animaux, que toutes les santé différentes nous impactent directement et s'impactent les unes les autres. Il s'agit également de répondre aux besoins collectifs en eau potable, en énergie propre, en air pur, et en aliments sûrs et nutritifs, de prendre des mesures contre le changement climatique et de contribuer au développement durable. La qualité de l'air est un déterminant de santé. Donc un déterminant de santé, c'est un facteur qui influence la santé d'une population. Donc depuis tout à l'heure, tout ce qu'on est en train de dire ici, c'est bien ça, c'est que la qualité de l'air influence notre santé et la santé d'une population. Ici, on parle évidemment du territoire régional, on peut parler à des échelles plus globales ou plus petites. La qualité de l'air mobilise, donc crainte avant tout pour sa santé. On souhaite s'informer pour mieux agir et améliorer l'air qu'on respire. Et donc on intègre la notion de santé mentale, ce que j'ai trouvé extrêmement intéressant depuis 2 ans. On a des retours de citoyennes et de citoyens qui nous disent, voilà, j'ai eu un capteur d'air intérieur, un capteur d'air extérieur, mais je n'ose plus trop sortir de chez moi. C'est-à-dire que je ne sais pas s'il faut que j'aille me promener, parce que si je vais me promener, je ne suis pas forcément en forêt, je peux être au bord d'une route. Je cuisine, mon capteur s'affole complètement parce que j'émets des particules fines, etc. J'aère, il y a parfois des pollutions extérieures qui sont énormes, donc est-ce qu'il faut que j'aère finalement, ou est-ce qu'il vaut mieux que je reste enfermé avec mon CO2. Donc ça a créé aussi toute une pression mentale. Donc on voit bien que ce n'est pas uniquement la santé physique, ce n'est pas uniquement nos poumons, c'est aussi une autre facette de notre santé. Donc on est vraiment dans une approche globale, donc une approche une seule santé qu'on essaie de vous présenter aujourd'hui. On sera complété par ailleurs, mais Alain, je te laisse la parole. Merci Aurélien. On va passer très vite sur les... voilà. Sur les premières, ça, vous le savez, c'est la répartition des différentes pathologies dues à la mauvaise qualité de l'air. Comme on voit, ça s'équilibre assez entre les cardiopathies ischémiques et puis les problèmes pulmonaires. Et pourquoi les cardiopathies sont si nombreuses, c'est tout simplement en raison de ce que tu as dit, Michel, tout à l'heure, le problème des particules fines qui diffusent davantage. Maintenant, il y a quand même une inconnue dans ces particules fines, c'est que les phénomènes inflammatoires créés par ces particules entraînent un changement dans la viscosité sanguine et c'est peut-être qu'elles seront bloquées et on aura plutôt des microembolies, d'où les accidents vasculaires cérébraux, plutôt que des atteintes plus basses au niveau vessie, rénal, etc. Encore que, sans que ce soit directement lié à l'air, ça ne l'a pas dit,
quand je suis allé en décembre à la restitution de Révéla 13, les 3 cancers ciblés par Révéla 13, qui sont cancer de la vessie et des voies urinaires hautes chez la femme, la leucémie aiguë myéloïde chez l'homme et chez la femme, et puis le cancer du rein, ça a montré entre 2013 et 2018 qu'il y avait une incidence très marquée sur l'augmentation des cancers de la vessie, en deuxième lieu des cancers du rein et en troisième sur la leucémie aiguë. Ça, c'est uniquement pour les Bouches-du-Rhône, puisque c'est Révéla 13. Bon, mais tout ça, ça a été dit, ce n'est pas le sujet ce soir tellement. Là, c'est les dernières données de Santé publique France qui montrent, vous voyez que l'asthme a été entouré, pour donner un exemple, qui montrent que si on respectait seulement les normes fixées par l'OMS, on réduirait quasi de moitié les problèmes de mort prématurée. Et surtout, comme vous voyez la tranche d'âge, c'est impressionnant de voir le nombre de cas qu'il y a entre 0 et 17 ans. Ça, c'est les normes fixées. Bon, ça, on va passer parce que c'est pas le... Ça, c'est pour vous montrer voilà, la diffusion. Vous voyez que ce qui est en rouge, ce sont les grosses particules entre 5 et 10 qui s'arrêtent au niveau du nez et de la gorge, donc les voies respiratoires hautes. Un peu plus bas, les bronches, on a entre 5 et 2, et à partir de 2 et en dessous, ça va jusqu'aux alvéoles pulmonaires, et de là, ça passe dans le sang en altérant ce qu'on appelle l'hémostase, c'est-à-dire le passage CO2, oxygène au niveau de l'alvéole. Bon, ça, c'était les sources. Ça, c'était pour rester dans le cadre de cette journée, qui est l'incidence de la qualité de l'air sur la santé. Laetitia a parlé tout à l'heure de l'appel à l'intérêt citoyen. Là. L'ACEF, dont je fais partie, qui est une association de santé médicale, c'est l'association Santé et Environnement France. On a nos bureaux dans une MSP à Aiguille. C'est une maison de santé publique pour ceux qui ne connaissent pas. Les confrères de la maison ont répondu à l'appel. On a rempli le dossier et ils vont demander des capteurs extérieurs, intérieurs. Donc on continue d'atteindre l'objectif de sensibilisation, notamment au niveau des professionnels de santé, parce que s'il y a quand même un lieu qui devrait donner l'exemple plus que les autres, c'est bien les lieux de soins et où on reçoit des patients. Après, on va aborder, alors là je mets la diapo, hop, voilà, en deux. Le côté One Health, enfin, une seule santé. Je préfère le terme de santé globale. Cette notion de santé globale, alors au départ c'était One Health, remonte en l'an 2000, donc c'est très récent, début du 21e, et c'était très très axé sur la constatation d'une augmentation très nette des zoonoses, donc des maladies transmises par l'animal. 70% des maladies infectieuses que nous avons sont des maladies transmises par l'animal, que ce soit des maladies bactériennes ou des maladies virales. Et chaque année, il y aurait, je le mets au conditionnel parce que la source, je ne sais pas exactement d'où elle est, si c'est vraiment scientifique ou pas, si c'est prouvé, il y aurait 5 maladies nouvelles systématiquement par an de zoonoses. Bon, tout ça, alors est-ce que c'est pas dû à la qualité de l'air? On n'est pas directement, c'est dû certainement au changement climatique, des maladies comme la maladie de Lyme due au tic, le réchauffement climatique va augmenter l'incidence de cette affection. Mais à côté, et donc c'était très vétérinaire, animal, humain, à côté de ce concept One Health, il y avait un autre concept qui intervient santé, biodiversité, et qui s'appelait Eco-Health, et donc qui était séparé de One Health. C'était un deuxième concept, la santé et la biodiversité. Et il y avait un troisième concept, tout ça c'était à côté, ça n'était pas lié,
qui s'appelait Eco-Health, donc la santé économique. Alors économique, ce n'est pas la santé rabais, c'est les problèmes économiques qui posent des problèmes de santé parce que ça crée des inégalités. Et ça fait partie des déterminants de santé. La qualité de l'air, Aurélien l'a dit tout à l'heure, est un déterminant de santé. L'éducation est un autre déterminant de santé. Les conditions de vie, de travail est un autre déterminant de santé. Ce sont des déterminants, comme l'a dit Aurélien, ce sont des éléments dont on sait qu'ils ont un aspect nocif sur la santé. Mais après, il y a les facteurs personnels qui sont les facteurs de risque. Le facteur de risque principal étant le côté génétique, qui fait qu'évidemment, tout le monde ne sera pas atteint de la même façon. On voit très bien que tous les gens qui fument ne finissent pas forcément avec un cancer. Il y en a qui passent à côté. Beaucoup, j'en sais rien, mais il y en a qui passent à côté. Et c'est donc la santé globale telle qu'on le voit maintenant et qui va être matérialisée, on y travaille avec une fresque, la fresque de la santé, c'est finalement la réunion de tout ça. C'est prendre en compte, vous voyez la qualité de l'air, comment ça agit sur la dégradation des écosystèmes, tout simplement par des réactions chimiques que Dominique connaît mieux que moi, qui sont les processus d'acidification dans l'atmosphère et les retombées de pluie acide, et éventuellement des retombées de métaux lourds par les particules fines ou pas fines. Mais c'est aussi les conduites personnelles, tous les rejets que l'on peut faire, et notamment les rejets médicamenteux. C'est d'ailleurs à cause ou grâce à eux, ces rejets médicamenteux, qu'on a fait mis à jour finalement par l'altération, le changement de comportement, les atteintes de genre chez les poissons, qu'on a mis à jour les perturbateurs endocriniens. Un phénomène plus grave, parce qu'il nous retombe dessus comme un effet boomerang, ce sont les rejets d'antibiotiques dans la nature qui entraînent des antibiorésistances sur les bactéries. Et quand on se prend la bactérie, c'est nous qui devenons antibiorésistants. Il y aurait un livre à lire, pour ceux qui sont curieux, je le recommande, parce qu'il montre que notre génome est très influencé justement par toutes ces affections bactériennes et virales. C'est le dernier livre du professeur Raoult qui s'appelle « L'Homo Chaoquitus ». Très intéressant. Bon, dommage que je ne l'ai pas retenu par cœur. Donc, ce sont nos conduites personnelles et la santé globale, c'est ça. Ce n'est pas seulement d'agir au niveau de l'air, mais c'est aussi d'agir à des comportements quotidiens. On a parlé tout à l'heure des jardins. Oui, dans son jardin, on n'est pas un agronome, notre vie n'en dépend pas. On n'est pas un producteur. Donc on n'a pas besoin de pesticides pour traiter son jardin. Il y a des fermes en Afrique, au Sénégal, au Bénin, qui ont fait des cultures de maïs uniquement avec l'appui du desmodium comme antiparasitaire et qui ont réussi leur production. Ils n'ont pas eu besoin de pesticides. Donc dans cette santé globale, il y a aussi la vision d'un changement d'agriculture, d'un changement pour la sanité des sols. Actuellement, parmi les cancers redoutables et qui dépendent justement de ce bien-être du sol, de cette qualité de sol et d'agriculture, c'est les cancers du pancréas par le cadmium qui est apporté par les engrais. Les changements de la destruction des écosystèmes qui font que les animaux qui ont détruit leur habitat et ces animaux se rapprochent des populations humaines. L'exemple typique qui est donné est que ceux qui ont déjà assisté aux démonstrations de Pierre Souvé quand il fait ses conférences sur une seule santé, c'est la chauve-souris et le virus Nipah. La destruction des forêts pour remplacer par des palmeraies a fait déplacer la chauve-souris vers les habitations. Les déjections des chauves-souris sont plus ou moins bouffées et mangées par les cochons. Nous, derrière, on mange le cochon et on se prend le virus. Et le virus Nipah, c'est un virus qui vous donne une encéphalite et qui est quasi mortel à 90%. Et on s'est rendu compte de tout ça
finalement, très récemment, hein, bon, 2000 ça a commencé, mais le coup de semonce a été donné en 2020 quand on a eu le Covid, où on a montré comment les pandémies, avec les circulations qu'on a maintenant et les déplacements de voyageurs et même d'animaux, peuvent se répandre. Dans le sud, il y a eu le moustique tigre qui a commencé par faire son implantation, si je me souviens bien, c'était d'abord dans les Alpes-Maritimes, et qui petit à petit, maintenant, s'est répandu dans tout le sud. Ce n'est pas qu'il va donner une maladie mortelle, mais enfin, il vous donne quand même un syndrome grippal avec fièvre, céphalée, courbature, enfin, le cortège habituel des symptômes viraux, qui est très désagréable. Le chikungunya, pareil. J'ai eu à faire une fois un chikungunya. Donc, c'est bien une démarche qui rentre dans des changements de paradigme, des changements de pensée, d'où l'action qu'on doit avoir absolument au niveau éducatif et notamment au niveau des écoles. Au niveau de la CEF, on a sorti des tas de petits guides qui vous montrent comment éviter le collier antiparasitaire chez le chien pour ne pas plomber l'atmosphère interne, notamment parce que l'air intérieur, si on n'a pas grand-chose à faire sur l'air extérieur, souvent ça dépend de trop d'éléments qui ne dépendent pas de notre volonté. Sur l'air intérieur, on peut agir nettement, d'où l'intérêt d'ailleurs des capteurs qui permettent de savoir si on doit aérer, pas aérer, et à quelle vitesse et à quelle fréquence. Bon, il y aurait beaucoup à dire. Cette démarche, c'est tout à fait nouveau dans la prise en compte de tout cet ensemble de données, aussi bien de l'alimentation, du sol, de l'eau, les déchets, les rejets plastiques qui finissent dans l'eau et qui nous donnent ces fameux PFAS, ces polluants éternels qui persistent sous forme de microparticules tellement petites que les stations d'épuration, j'étais allé une fois à celle du Tolonnais, les stations d'épuration les laissent passer, elles n'arrivent pas à les doser, à tel point que l'Adréal fait maintenant des relevés au sortir des usines pour être sûr que ces normes en termes de PFAS soient respectées avant que ce soit le passage dans l'eau potable. Bon, enfin bref. Donc cette démarche finalement est en cours. C'est un processus de pensée qui est en cours, qu'on est en train de matérialiser avec Aurélien, avec la CEF, avec quelqu'un d'autre que vous connaissez qui s'appelle Gilles Bipien et qui est administrateur de Biodiversité et Humanité. On va mettre tout ça en forme pour pouvoir un jour la présenter et puis mieux développer ce système. Bon, je sais que l'heure tourne, donc je ne vais pas aller plus loin parce qu'il voilà, n'y a plus de graphe à faire sur le côté santé globale, mais il faut juste comprendre que ce n'est pas en traitant un élément, ce n'est pas parce qu'on va traiter la qualité de l'air que tout va s'arranger. La qualité de l'air, c'est un des déterminants. Tout le reste, il y a d'autres déterminants à traiter. On parlait de santé mentale. Le focus du gouvernement, du ministère de la Santé pour cette année, c'est focus sur la santé mentale. On a du boulot. Voilà. Bon, je ne vous en dis pas plus. Et peut-être que l'année prochaine, il y aura beaucoup plus à dire et avec d'autres diapos. Merci. Merci Alain, merci à tous les trois. Juste avant d'ouvrir les échanges à la salle, on a dressé beaucoup de constats. Il y a aussi l'action. Donc le projet Capter Citoyen est un des modes d'action pour à la fois se saisir des enjeux et agir à l'échelle individuelle. Mais il y a aussi les collectivités qui agissent. C'est la thématique de cette journée. Donc je voulais juste peut-être avoir un témoignage de la ville de Marseille avec Léonie, qui pourra nous en dire un petit peu plus sur. Il y a des collectivités pardon, qui agissent sur le concept d'une seule santé. La ville de Nice, notamment dans les Alpes-Maritimes, mais aussi la ville de Marseille. Donc je voulais qu'on ait un petit peu un témoignage quand même de ce qui peut se faire au local et comment on agit concrètement dans les collectivités. Et ensuite, vous pourrez toutes et tous vous exprimer. Merci. Merci beaucoup. Ça va être dans la continuité exacte du propos qui était juste avant moi. Moi, je suis Léonie Varrebief. On est en équipe. Il se trouve là avec le directeur de la mission Une Seule Santé, Loïs Giraud, à côté de moi, et puis Camille Maslow, qui est chef de projet à la mission Une Seule Santé, comme moi.
En fait, comment ça se traduit dans les politiques publiques? Eh bien là, nous, pour Marseille, il se trouve que ce concept Une seule santé, qui pour certains est assez nouveau, il a donné lieu à une mission, cette mission Une seule santé qui est née au mois de juillet, sous l'impulsion de la première adjointe Michèle Rubirola, et qui a vocation à essayer de faire comprendre la complexité que vous venez d'exposer là. L'interdépendance, à la fois, ça nous paraît évident que les vivants sont liés les uns aux autres, et à la fois, concrètement, c'est pas si simple que ça à comprendre pour tout le monde. Donc nous, notre premier objet, c'est déjà de rendre ça intelligible, de rendre ça compréhensible, que quand on a une action, quelle qu'elle soit dans notre quotidien, on impacte la santé de soi-même et des autres. Je prends un exemple très concret. Quand on nettoie chez soi, on utilise des produits toxiques, souvent pour notre santé. Et ça, on le fait à grande échelle. Donc une des politiques de la ville, par exemple, à travers la mission Une seule santé, ça va être de réduire drastiquement, voire d'éliminer totalement les produits toxiques dans les crèches, dans les écoles. Donc là, les crèches, on est bien avancé. Dans les écoles, c'est en train d'arriver aussi, avec différents arguments qui touchent différents déterminants de santé. D'une part, bien sûr, les perturbateurs endocriniens, puisque les cancers, vous en avez parlé, c'est un des grands sujets sur lesquels il faut agir. Et ces produits sont des perturbateurs endocriniens, mais aussi, ils participent de l'antibiorésistance, évidemment, problème international extrêmement reconnu. Et par ailleurs, c'est des effluents qui polluent l'air intérieur. Et comme l'air intérieur est une des compétences de la ville, pour nous, c'était important d'agir sur ce sujet. Et derrière la pollution de l'air, eh bien, il y a les effluents aussi dans les eaux, donc on pollue les sols, on pollue les eaux, etc., etc. Et ça, là, nous, comme ça, quand on en parle, c'est assez simple. Par contre, quand le personnel d'entretien doit changer ses pratiques, eh bien, ça demande de la formation, de la sensibilisation. Donc c'est pour ça que notre mission est créée. Elle est là pour essayer de faire comprendre sur quoi on agit, et de faire comprendre que la santé humaine, la santé animale et la santé végétale, comme vous l'avez dit, et la santé des milieux et des écosystèmes sont une seule et même chose, sont un commun. Ça, c'est un premier élément, donc de dire que tout est lié. Et puis ensuite, le deuxième élément, c'est de faire prendre conscience à tout le monde qu'on est tous et toutes acteurs de santé, où que l'on soit, en interne dans la ville et en tant que citoyen. En interne dans la ville, ça va se passer par exemple en allant discuter avec des personnes qui sont aux achats et qui n'avaient pas forcément pleinement la maîtrise, comment dire, la considération du fait qu'ils étaient des acteurs de santé publique. Et donc on vient leur rappeler à quel point c'est important quand ils font un choix sur un cahier des charges et qu'ils écrivent tel ou tel matériau, tel ou tel produit, à quel point ça a une incidence sur la santé de nous tous, milieux confondus. Une des actions les plus, que l'on souhaite le plus faire valoir, c'est celle autour des enfants, vous l'avez dit, des écoles, pour toutes les raisons que vous savez, déjà parce que c'est plus durable d'agir dès tout petit et de sensibiliser dès le plus jeune âge, et puis parce que par les enfants, on sensibilise les parents, on sensibilise toute la communauté éducative, et surtout, on peut faire quelque chose de l'ordre de la participation citoyenne à bien des égards, puisque le quartier entier peut être mobilisé dans ce genre de sensibilisation. La période de l'enfance étant la plus féconde pour faire passer des messages. Je ne sais pas si, après, vous avez des questions particulières. En fait, il y a tous les déterminants de santé qui ont été exposés. On va essayer d'agir dessus. On est une petite équipe, on est 5. Donc, sur tous ces déterminants, vous voyez que c'est compliqué. C'est pour ça que le but, c'est plutôt, pour nous, de montrer à ceux qui font déjà de la santé publique, qui font déjà de la santé globale, à quel point ils le font, donc de les soutenir. Pas de rajouter de nouvelles choses, mais bien de valoriser l'existant. Donc ça se fait à travers le dialogue ville-port dont on a parlé tout à l'heure, ça se fait à travers, là je vous l'ai dit, les perturbateurs endocriniens, ça se fait à travers la transition de l'alimentation dans les écoles. Vous savez que c'est en train de bouger, là on fait augmenter la part de bio, on fait augmenter la part de local, il y a encore beaucoup de travail à faire, mais petit à petit on s'y emploie. Voilà, je pense que c'est mieux que la salle nous pose des questions. Il y avait une question à distance effectivement là-dessus, pour savoir si justement vous aviez modifié le cahier des charges des entreprises de nettoyage dans les écoles. Merci. Alors, il y a les écoles et il y a les crèches. Il y a deux choses différentes. Donc, dans les crèches, on est pleinement, en ce moment même, en train de faire évoluer les choses
pour petit à petit supprimer les produits toxiques. On va aller jusqu'à... alors je ne sais pas si je peux faire des annonces dès maintenant, Loïs. Oui. On va passer aux probiotiques, donc au nettoyage sans chimie, c'est-à-dire à l'eau, simplement avec des microfibres et puis avec des probiotiques. Donc c'est réensemencer de bonnes bactéries les surfaces sans utiliser aucun produit extérieur pour le microbiote intestinal des enfants déjà, pour la pollution de l'air bien évidemment, la pollution des eaux et des sols. Donc ça, c'est une première chose. En fait, à la ville de Marseille, il y a de nouveaux cahiers des charges qui sont en train d'être produits avec cette considération environnementale, donc de santé publique, puisque les deux sont liés, sur tous les achats dans leur ensemble. Pour ce qui est des écoles, ça va venir. Là, on a fait des tests sur certaines écoles et ça va progresser dans les années à venir. Tu veux compléter ? Juste oui, pour compléter, dire qu'on a la chance à la ville d'avoir du personnel, enfin des agents de la ville qui s'occupent du nettoyage, donc on n'a pas de dépendance à l'égard d'entreprises extérieures. Merci. Merci. Donc pour les échanges, je vous laisse lever la main et on va vous donner les micros. Je crois que vous aviez levé la main tout de suite. Oui, moi je souhaitais revenir sur les interventions précédentes, mais qui ont un lien évidemment avec la santé. Donc, je rappelle, je suis au conseil d'administration de l'association Cap au Nord. On a participé à beaucoup de réunions depuis de nombreuses années sur les questions de pollution atmosphérique en lien avec notamment l'activité maritime. Et j'avoue qu'on reste un petit peu peut-être sur nos interrogations concernant le bilan qui a été fait en lien avec les capteurs citoyens de FNE-PACA, alors sachant que, en tout cas sur la partie littorale qui nous concerne, c'est-à-dire, vous qualifiez de l'ESTAC, mais c'est pas que l'ESTAC, les problèmes de pollution atmosphérique liés à l'activité maritime du port sont non seulement sur l'ESTAC, mais aussi sur Saint-André et Saint-Henri notamment, et ça va jusqu'à la Calade et bien au-delà. Il y avait seulement 4 capteurs qui étaient mis à disposition par Atmosud. Et à l'époque, on avait échangé par mail, vous vous en souvenez. Donc c'était il y a à peu près un an. Et je vous avais dit, mais ce sont les précieux, il n'y en a pas assez par rapport au maillage du territoire. Vous vous souvenez de ce terme que j'avais utilisé ? Voilà, donc là, on en est resté là. Et ça veut dire que votre bilan, il est basé sur 4 capteurs qui plus est plutôt éloigné du littoral. Donc pour nous, ça ne répond pas à notre problématique. Et concernant la démarche qui a été réouverte, nous, on n'a pas été au courant en fait. C'est-à-dire qu'on nous dit qu'il faut présenter un projet pour le 15 mars. On est le 4 mars, donc on a 11 jours pour présenter un projet. Voilà. Après, il y avait une autre question également concernant les étalonnages de capteurs, puisque moi j'ai mis en place un capteur, je termine mon intervention tout à l'heure sur Maurepiane, et mon capteur en dehors de la période hivernale, c'est-à-dire c'était au mois d'octobre, et on a eu un automne plutôt clément, donc il n'y avait pas encore de chauffage individuel. Ce capteur révélait des niveaux de pollution qui étaient quand même plus élevés que ceux du réseau FNE-PACA. Et ça a duré ensuite jusqu'en janvier, c'est-à-dire... Alors, donc, moi, j'avais interpellé FNE 13 sur cette question. On m'a garanti que le capteur que j'avais était correctement étalonné. Donc, manifestement, il y a quand même encore des dichotomies d'étalonnage, donc des questionnements. Voilà. Dernière question, c'était sur l'utilisation du réseau signal air, parce qu'on n'en a pas parlé aujourd'hui, et sur parfois les difficultés. On en avait parlé déjà il y a un an au premier forum. Il y a des améliorations ont été faites depuis un an, ça fonctionne mieux, mais il y a quand même encore des écueils. Voilà, donc est-ce qu'il serait possible de...
Voilà. Et de quelle façon est-ce qu'ils sont utilisés? On n'a pas eu de retour là-dessus aujourd'hui. Merci. Alors sur la partie technique et donc sur les retours de capteurs et sur Signal Air en particulier, je laisserai Atmosud répondre. Sur le bilan qu'on peut dresser de tous les projets qui ont eu lieu, l'objectif de la journée n'est pas de faire un bilan descendant et de vous présenter l'intégralité du bilan de plus de la centaine de capteurs qu'on a mobilisés sur le territoire. Ce serait long et fastidieux pour vous, donc ce n'était pas l'objectif. Si vous souhaitez un retour, on pourra le faire sans aucun problème. Évidemment, technique, le seul souci, c'est que pour que le projet fonctionne, il faut évidemment qu'on ait, on l'avait bien précisé, je le reprécise encore une fois pour celles et ceux qui veulent postuler à l'AMI, des observations environnementales. La difficulté qu'on a et dont on parle depuis 2 ans, bientôt 3, c'est toutes les données que vous récoltez. On ne peut quasiment rien en faire, alors quasiment évidemment, si on n'a pas d'observation. C'est-à-dire que si on ne sait pas, si vous n'allez pas à votre fenêtre entre guillemets dès que vous avez un pic pour dire je n'observe rien, ou j'observe une voiture qui crame, j'observe une fumée dans une cheminée industrielle, j'observe mon voisin qui fume sa cigarette, peu importe ce que vous trouvez, et si vous ne trouvez rien, c'est aussi important de le noter, sans ces observations environnementales, on ne peut pas faire grand-chose parce qu'on ne peut pas interpréter les données. C'est-à-dire que tous les pics que Mathieu vous a présentés tout à l'heure, il y a des pics, certes, on peut dire, on suppose que c'est le chauffage au bois, puisque les capteurs sont disposés sur une surface relativement étendue, et quand on observe les mêmes niveaux de concentration, évidemment, la source est potentiellement pas extrêmement locale, mais plutôt générale, au moins sur le territoire donné. Donc, sans ces observations, c'est difficile de le faire. Et donc, quand on n'a pas les observations, on ne peut pas vraiment faire un retour précis des capteurs. Quant à l'AMI, il a été diffusé largement. Pour des raisons RGPD, vous connaissez comme moi la législation, je ne dispose pas des adresses mail de tout le monde. Alors la vôtre en l'occurrence, oui, et je suis navré si je vous ai oublié dans l'envoi, mais je ne dispose pas des adresses mail de tous les participants. Donc je ne l'ai pas envoyé, je l'ai envoyé le plus largement possible à notre réseau associatif et aux représentants de vos associations, et en l'occurrence pour vous, Guillaume Félissa. Donc s'il ne vous l'a pas transmis, je suis navré. Mais voilà, rassurez-vous, c'est jusqu'au 15 mars, vous avez une dizaine de jours, on pourra prendre rendez-vous si vous le souhaitez pour en parler plus amplement. L'annonce des résultats est au 30 mars, donc si vraiment vous avez des projets extrêmement intéressants et que vous souhaitez nous en faire part, vous pouvez jusqu'au 16, 17, 18, mais je ne m'étends pas trop, parce que si on ne donne pas de date, évidemment c'est le bazar. Essayez d'être rapide pour nous proposer un projet et n'hésitez pas à le faire, vraiment. Et même si vous êtes seul, que vous avez envie d'avoir un capteur parce que vous êtes interpellé par la qualité de l'air chez vous, soit vous vous rapprochez d'une association, soit vous nous contactez et on voit comment est-ce qu'on peut arriver à je dirais pas s'arranger, mais en tout cas à travailler ensemble. Voilà, et sur le reste, sur la partie signalaire et les données, je te laisse peut-être répondre, Mathieu. Alors sur les outils signalaires, je ne sais pas exactement les améliorations que vous souhaitiez avoir. Ce que je sais, c'est que c'est effectivement un outil qui est aussi en évolution et qu'il y aura notamment dans les prochaines versions d'OpenAirMap une centralisation des signalements sur la même plateforme que l'accès aux données en temps réel. Sur le reste des données, je ne me rappelle plus vraiment votre question, mais... Bon, voilà. Donc en tout cas, tous ces outils sont en perpétuelle amélioration et qui, finalement, on a besoin de vous aussi pour vos retours d'expérience pour les améliorer au cours du temps. Merci. Cap au Nord, une association peu connue d'Atmosud. N'est-ce pas, Dominique? Ah, mais il n'est plus là. S'il est là. Ah, mais il me connaît, tiens. Parce qu'on n'a pas reçu votre proposition. Donc c'est pour ça que Joëlle réagit très fort, parce qu'elle s'intéresse particulièrement à la qualité de l'air et qu'elle a l'expertise qui va bien. Donc je confirme, Cap au Nord n'a pas reçu, mais grâce à FNE qui était assis à côté de moi tout à l'heure, nous venons de l'avoir. Après, c'est pour nos très chers collègues de la ville. 2 fois aujourd'hui, vous nous avez parlé de la charte Ville-Port. Nous, on y a travaillé dessus pendant 1 an et demi. C'était il y a 3 ans. Depuis, on n'en a plus entendu parler. Je vois vos sourires, je vois vos yeux, mais par contre, dans la presse locale, on peut lire que le Nord, ça sera pour la plaisance et pour le tourisme. Putain de bordel de merde. C'est exactement ce qui était écrit dans le précédent charte
Villeport. Mais alors pourquoi vous nous avez fait bosser pendant 1 an et demi? Pourquoi? Et aujourd'hui, pourquoi tout le monde, mais Véric tout à l'heure, vous maintenant, vous nous parlez de la charte Villeport. Nous, on n'en entend plus parler. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'à nouveau on va être étranglés, nous les quartiers nord, avec des bateaux et des bateaux de plaisance ou des bateaux de croisière qui passent tous maintenant par la sortie nord? Et je ne reviendrai pas par ce qui a été dit tout à l'heure sur la qualité du développement des data centers et de la logistique dans notre secteur. Cela dit, merci Atmosud. J'ai un peu mis le froid, hein, mais ça chauffait trop. Monsieur. Denis Charpin, je suis pneumologue et allergologue, professeur à Aix-Massey Université. Moi, c'est un commentaire beaucoup plus serein à propos d'une seule santé. Bon, parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup parlé de polluants et de relations entre l'humain et le végétal, mais je voudrais dire en tant qu'allergologue que le végétal a beaucoup d'éléments positifs aussi. On l'a vu depuis une vingtaine d'années avec la santé respiratoire et allergique des enfants élevés dans les crèches. Je pourrais donner un autre exemple aussi pour les parents qui sont avec nous aujourd'hui, c'est que finalement les enfants, les nourrissons qui rentrent chez eux avec les ongles pleins de terre, ce sont ceux qui ne sont pas allergiques. Donc il faut prendre en compte aussi les points négatifs, mais aussi les points positifs. Et finalement, c'est une réflexion plutôt positive, c'est-à-dire il faut vivre avec la nature. Loïs. Non, juste pour répondre rapidement à madame. Alors, il se trouve que vous avez en face de vous des personnes qui sont arrivées à la ville récemment, il y a moins d'1 an et demi. Donc, en tant que personne, on a un peu de mal à répondre sur le fond à vos sujets. Après, en tant que représentante de la ville, juste rappeler le fait que monsieur le maire a pris plusieurs fois position contre les activités de croisiéristes et que la ville est assez... je ne sais pas comment dire ça, assez offensive, disons, vis-à-vis du port sur le fait de limiter ces activités-là et d'orienter le port vers un moindre impact sur la biodiversité et sur la santé humaine, que ce soit sur le bruit, sur la pollution des eaux, via l'électrification des quais, etc. Et pollution de l'air, bien évidemment. Voilà, après, vous savez comme nous, et sans doute encore mieux que nous, que le port est un établissement public dans lequel l'État a la plus grande part, et donc la ville a forcément des moyens limités aussi pour agir là-dessus. Dans lequel le maire ne vient pas siéger au conseil de surveillance. Mais son représentant, je crois. Enchaîner sur la suite. Il y avait une dernière question, je crois. Moi, je voulais faire un petit constat. Déjà, je suis ravi de ce genre de journée parce que moi qui ai passé ma vie à travailler comme chercheur sur les questions de pollution marine, je constate qu'effectivement, depuis quelques années, il y a beaucoup d'argent, beaucoup de moyens donnés sur les problèmes du dérèglement climatique, les émissions de gaz à effet de serre, comme si les problèmes de pollution étaient réglés. Mais justement, ils ne le sont pas. Donc c'est bien qu'on rééquilibre un petit peu l'attention et les moyens sur les problèmes de pollution de l'air, de l'eau et d'autres. Voilà. Donc, même si c'est très important de continuer à travailler sur les émissions de gaz à effet de serre et les conséquences sur le changement climatique. Et après, je voulais revenir sur la question une seule santé. Donc évidemment, pour un spécialiste des écosystèmes et de leur santé, je ne suis pas très étonné qu'on inclue maintenant l'homme dans cette globalité. En même temps, je suis ravi que ce soit les médecins qui se réapproprient un peu cette question, parce que les écologistes de formation se sentaient un peu seuls sur cette question-là d'une seule santé. Donc si ça vient aussi des médecins, c'est bien. Voilà. Mais la question que je me pose, c'est
la médecine humaine, elle travaille sur une seule espèce, qui a beaucoup colonisé la planète, mais quand même, c'est qu'une seule espèce. Et donc, on voit que c'est déjà très compliqué de prendre en compte tous ces déterminants de santé, effectivement, qui soient liés ou pas avec l'environnement ou mode de vie. Mais est-ce que vous travaillez dans ce cadre-là étroitement avec des spécialistes des écosystèmes, des plantes, des animaux et des écosystèmes en général, alors là, qui sont quand même pour arriver à déterminer des facteurs de santé des écosystèmes, c'est une très très grande complexité. Et est-ce que vous travaillez avec eux, quoi? Alors, on travaille, comme j'ai dit tout à l'heure, avec l'organisation, la société qui est Humanité Biodiversité, dont Gilles Pipien est administrateur, ça c'est sur Marseille. Au niveau de la CEF, on travaille avec des vétérinaires. Et après, c'est vrai que tout le reste, c'est la lecture de différents articles, mais provenant de tout horizon, que ce soit anglo-saxon, que ce soit dans le Nord, que ce soit indien, peu importe. Il faut qu'on collectionne les articles, qu'on collectionne les données, qu'on vérifie les sources pour après arriver à ce contexte-là. On n'a pas, pour l'instant, on ne travaille pas directement avec, par exemple, des gens du CNRS. Pourquoi pas, il y a peut-être des spécialistes des écosystèmes au CNRS qui pourraient répondre. Oui, au CNRS, donc le CNRS est divisé en 10 instituts, et il y a un institut qui s'appelle l'Institut Écologie-Environnement, et la question One Health, elle est traitée depuis une grosse dizaine d'années maintenant, donc ça a été beaucoup accaparé par le milieu de la recherche, et ça percute. Moi, quand je vous entends aujourd'hui, je trouve que c'est très intéressant, parce qu'on voit bien que dans la société, on s'approprie des questions qui peut-être avant restaient dans les laboratoires, mais pour vous répondre, effectivement, le concept une santé unique, One Health, a été travaillé par des anthropologues biologistes, des écologues, des sociologues, etc. Parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui relève d'une approche intégrée des questions de santé, qu'elle soit humaine ou qu'elle soit la santé environnementale, en fait, c'est-à-dire la santé de l'environnement, des milieux dans lesquels on habite. Voilà. Il y a effectivement une dimension anthropologique. J'ai eu l'occasion d'aller à une réunion avec des anthropologues de Marseille, à Saint-Charles, et où on avait une correspondante en Guadeloupe ou à la Martinique, je ne me rappelle jamais, qui nous présentait le ressenti du problème de la chlordécone en Guadeloupe et en Martinique. Alors c'est vrai que ça a débouché sur il n'y avait pas que le côté médical, la chlordécone c'est un poison, ça nous donne tel et tel symptôme, mais il y avait le côté dimension humaine, parce que c'était ramené à l'ancien colonialisme, et c'était ramené, je dirais pas à vouloir détruire la société martiniquaise, mais enfin il y avait cette espèce de relent, c'est encore les colonialistes qui nous filent du poison, voilà. En Inde, il y a les problèmes du vautour, les espèces de vautours, donc ils nettoient toutes les carcasses des animaux, qui sont décimés quand ils tombent sur des animaux qui ont été traités par le diclofénac, qui est un anti-inflammatoire que certains d'entre vous ont pris pour des problèmes de rhumatisme, qui correspond très bien au métabolisme des chiens, des vaches, etc., mais qui ne correspond absolument pas au métabolisme du vautour, et le vautour meurt. En soi, on se dit, le vautour est mort, mais ça va faire la place aux rongeurs, donc les carcasses vont se décomposer autrement, ça va infecter les os, etc. Mais la dimension anthropologique, c'est que pour la société des Parsis, P-A-R-S-I-S, en Inde, le vautour représente le médiateur qui, pour un mort, permet la libération de l'âme vers le ciel. S'ils n'ont plus le vautour, comment va faire l'âme pour aller vers le ciel? Il va falloir trouver un autre médiateur. Il y a toujours ce côté un peu anthropologique. On se lance dans quelque chose qui n'est pas formaté. La médecine que j'ai apprise dans les années 70, je connais bien le professeur Charpin, j'étais avec lui à l'ANSES en 2008 ou 2009, où j'avais présenté, c'était le début de la CEF,
j'avais présenté le syndrome d'hypersensibilité chimique multiple. Mais c'était quoi ça? Pour la majorité de mes confrères, de mes consoeurs, c'était psy, dans la mesure où ça ne correspondait pas à quelque chose d'établi sur nos bilans sanguins, quelque chose d'officiel, etc. Donc pour nous, à l'époque, ce qui n'était pas officiel, c'était psy. Bon, on voit un peu la curiosité du raisonnement quand même. Hein. Bon. Ces maladies émergentes sont de plus liées à l'environnement et font partie de la définition la définition officielle de l'OMS, qui est que la santé, ça doit être un bien-être psychologique, physique, social, et ça n'est pas que l'absence de maladie, quoi. Il faut se sentir bien. Et l'ANSES, en 2018, pour d'autres pathologies qui est l'électrosensibilité, a dit, bon, ben, comme on ne peut pas prouver que ça n'existe pas, on ne peut pas prouver que ça existe, on ne peut pas prouver l'inverse, il faut que les médecins tiennent compte du ressenti. Ce qui fait la différence entre l'espèce humaine et les autres espèces animales, c'est justement cette notion de ressenti. Voilà, bon, on en est là. Donc, effectivement, on s'en est emparé, mais ça a été dit, Madame l'a dit tout à l'heure, c'est un mode de pensée différent, on doit penser la santé autrement, on doit définir la médecine autrement, et Pierre Souvé, donc le président de l'ACEF, qui travaille au groupe PNSE 4, a pu faire porter la santé-environnement dès le départ des études médicales, dès la première, deuxième année, et que ça devienne maintenant un module enseigné pendant les études et pas seulement en fin des études, comme c'était le cas jusqu'à maintenant. Alain, je suis désolé de te couper. Bon, attends, 3 secondes. Termine. Et pour répondre à madame, au niveau éducation, la fresque, quand elle sera bien en forme, c'est ce qu'on va faire, ça sera justement le support matériel pour présenter dans les écoles, pour présenter un côté un peu concret. Voilà, ça va, Aurélien? Oui, oui, très bien. Léonie est au courant, on travaille ensemble sur le sujet. Alors, pardon, juste pour dire, j'ai une pensée pour les citoyens maintenant. Oui. Alors, juste vraiment... tu as? Oui. Dernière question. Alors, une dernière question et après on va enchaîner. Je suis désolé, on va enchaîner. D'ailleurs, je précise tout de suite, directement sur la projection du film. On a un peu trop de retard pour aménager un temps de pause. Donc, une dernière question. Si possible, en fait, j'aurais bien aimé juste revenir sur le profil sociologique parce que je trouvais que c'était assez intéressant et on n'en a pas beaucoup parlé. Et je voulais juste au moins essayer de savoir en fait comment vous déterminez les personnes, le profil des personnes à qui vous attribuez les capteurs. Et là, vous avez dit qu'il y a jusqu'à mi-mars environ pour les candidatures. Et j'aimerais au moins déjà savoir s'il va y en avoir une centaine comme l'année dernière ou si ça va être augmenté, s'il y aura plus de capteurs qui seront proposés. Et aussi, je voulais rebondir sur ce que disait le monsieur tout à l'heure, mais j'échangerai avec lui un peu plus tard. Il parlait d'un projet avec une école ou un institut, une fac, j'ai plus retenu exactement. Et peut-être que c'est intéressant aussi de questionner le profil sociologique des personnes qui ont les capteurs au niveau de leur âge. Et donc, ce que le monsieur proposait, si je me souviens bien de la somme, elle est assez considérable, 200 000 € pour pouvoir équiper son école de capteurs. Et donc voilà, j'en termine. Est-ce que c'est aussi une question de budget en fait qui fait que vous vous limitez à un nombre de capteurs, une centaine par an, et c'est ça qui détermine en fait le critère des choix et qui fait que finalement c'est un public assez restreint qui est concerné? Oui, alors voilà. Très rapidement. C'est vaste, je sais. Non, mais je peux répondre assez vite. La question revient assez souvent, donc c'est assez. Oui, on est contraint par des raisons budgétaires et humaines aussi. On est 2 chefs de projet sur le projet, donc à la fois côté Atmosud pour Laetitia et FNEPACA pour moi. On n'a qu'un cerveau, donc c'est difficile de faire plus. Ça nécessite énormément de temps de coordination. Donc il faut arriver à coordonner les territoires. On est parti de 3 territoires, on est étendu à 4, on va étendre à 6 territoires. Mais si on augmente à chaque fois le nombre de capteurs, ça veut dire beaucoup plus de temps.
et les financements, même s'ils sont déjà conséquents et qui sont pérennes sur le temps, n'augmentent pas malheureusement, et pour des raisons budgétaires que vous connaissez toutes et tous pour le pays. Donc on fait ce qu'on peut. Donc pour l'instant, l'année prochaine, il y aura également un peu plus de 100 capteurs. On module un petit peu, c'est Atmosud plutôt qui a la main là-dessus, mais qui est aussi limité par ses fonds. Donc oui, pour l'instant ce sera ça. La date limite du 15 mars est ferme, entre guillemets, comme je le disais tout à l'heure. Si évidemment vous avez quelque chose et que vous n'estimez pas avoir le temps de faire quelque chose de construit, envoyez-nous un mail, appelez-nous, vous aurez tous nos contacts sans aucun souci. Vous venez nous voir après la projection du film, on pourra échanger sans aucun problème. Je parle à tout le monde ici, évidemment. Si vous découvrez l'appel à manifestation d'intérêt, venez nous voir, on échangera nos mails ou nos numéros de téléphone, comme vous le sentez, et on pourra échanger plus avant. Et si le 15 mars est trop court, on pourra évidemment s'arranger. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à... Oui, merci. Oui, ça va.